Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de 3 personnes qui ont pu se libérer d'une souffrance en allant explorer l'histoire de leurs ancêtres, grâce à la constellation familiale. Ensuite, on ira ensemble explorer pas à pas les questions qu'on peut se poser pour identifier une transmission familiale qui serait active dans notre propre vie. Parfois, nos ancêtres s'expriment à travers nous. Un comportement, un événement, une douleur, une maladie, une émotion peuvent être l'expression d'une histoire non résolue ou non honorée qui a lieu bien avant notre naissance. C'est en trouvant la racine d'un déséquilibre dans l'histoire de nos lignées familiales qu'on peut parfois donner du sens et libérer ce qui demande à l'être à travers nous. On va découvrir ensemble comment investiguer avec respect et en écoutant avec la subtilité du cœur les messages sous-jacents à nos situations de vie. Les constellations familiales qu'on explore ensemble chaque semaine nous offrent l'opportunité de trouver les vérités non dites, les vérités qui nous libèrent. Elles nous rendent la responsabilité et le pouvoir d'agir sur notre propre chemin humain. Dans une lignée, nul n'est coupable, nul n'a failli. Il vient simplement un temps où l'histoire traumatique a l'immense privilège de redevenir une simple fleur déposée sur la frise chronologique, libre de douleur, libre de silence. Bienvenue dans l'élan du cœur, le podcast spirituel qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À chaque épisode, je t'aide à... La libération par l'analyse transgénérationnelle, c'est l'histoire de Charlie. Charlie fait des insomnies à la même heure chaque nuit entre 3h et 5h du matin. À ce moment précis, il a du mal à respirer, ses émotions sont très puissantes, il exprime une peur existentielle, une angoisse et une anxiété qui est au plus fort, sur le passé, sur le futur, un flot de pensées qui prend tout l'espace. Au réveil, il se sent déprimé. Il est totalement en perte d'énergie, de motivation. La joie et le sens ont quitté tout l'espace. Son mental est fixé sur le mal-être. Il ressent une forte saisie émotionnelle, une forte dualité avec le monde qui l'entoure. Lors de notre séance, j'ai l'intuition de m'arrêter sur l'horaire régulier au cours duquel Charlie se réveille. Dans notre horloge circadienne, c'est-à-dire la manière dont notre énergie circule et permet à nos organes de se régénérer, le créneau de 3 à 5 heures est celui durant lequel l'énergie des poumons est au plus fort pour leur permettre de se régénérer. Et lorsqu'on se réveille à ce moment-là, c'est un signe qu'une énergie est bloquée au niveau des poumons. Les poumons sont l'endroit où on stocke le chagrin, la tristesse, la mélancolie. Et les maladies qui sont liées aux poumons expriment toutes ces émotions-là avec des nuances différentes. En sondant directement l'énergie du corps et ce qu'il exprime, son corps, le corps de Charlie, exprime une tristesse qui a été refoulée depuis longtemps, qui n'a pas été vue, qui n'est pas conscientisée, et aussi le sentiment d'être responsable d'une femme. Sur le moment, Charlie ne semble pas savoir de qui on parle, et on prend juste le temps ce jour-là de refaire circuler l'énergie et de se concentrer sur un travail purement émotionnel. Comme d'habitude, après un soin, on laisse les choses décanter, on laisse le temps passer et on laisse la conscience faire son travail. 2 semaines après, je reçois des nouvelles de Charlie qui a enfin contacté cette tristesse qu'il n'avait jamais conscientisée auparavant. Il se rappelle que lorsqu'il était enfant, il se réveillait, souvent le soir, en début de nuit, et il entendait ses parents se disputer. À ce moment-là, il ressentait une très forte tristesse, un sentiment d'impuissance, une envie que les choses s'arrangent, et l'ensemble des émotions qu'il ressentait lors de ses insomnies entre 3 et 5 heures. La même typologie d'émotions était présente. Et l'autre nuance, c'est qu'à ce moment-là, Charlie enregistre dans sa conscience qu'il ne sera pas heureux tant que ses parents ne seront pas réconciliés. Et ça a créé toutes sortes de blocages dans sa propre vie, toutes sortes de réticences à créer sa propre famille et à avancer dans ce domaine-là. Et là, à ce moment-là, on travaille beaucoup plus avec la méthode de la constellation familiale. On va vraiment faire intervenir chaque parent et venir finalement dénouer qu'est-ce qui appartient à qui dans toutes ces émotions que j'ai en moi, dans toutes ces croyances, dans toutes ces postures, dans toutes ces réticences. Finalement, ça fait écho à qui n'est pas moi en tant qu'entité individuelle et qui serait juste l'empreinte que mes parents ont pu laisser à l'intérieur de moi et l'empreinte de tout ce désespoir et cette tristesse que j'ai pu ressentir quand ils se disputaient. Et donc on travaille ce jour-là
dans cette direction-là, pour faire en sorte que Charlie puisse se libérer de cette tristesse héritée du conflit parental. Mais finalement, en sondant, on a vu aussi qu'il y avait des sentiments qui étaient répliqués entre l'enfant qui a une conscience tellement aimante et compatissante qu'il va prendre et absorber les volontés, les souffrances du parent, en se plaçant comme sauveur et en étant dans une posture de résoudre ce qu'il n'a pour le coup pas le pouvoir de résoudre. Et donc on a travaillé dans ce sens-là. Et finalement, en partant d'une insomnie toute simple et classique, mais qui était récurrente, c'est bien ce qui nous a permis d'aller explorer, et on remercie le corps pour ça, on a pu aller trouver, là pour le coup, une transmission qu'on appelle intergénérationnelle, c'est-à-dire entre parents et enfants. Mais une autre histoire intéressante, c'est celle de Thomas. Thomas, lorsqu'il est enfant, ses parents se séparent lorsqu'il a 3 ans et demi. Et ce jour-là, on lui dit simplement qu'on va partir et qu'on ne reviendra pas. Il est obligé de quitter la région parisienne. Et c'est pas ses parents qui l'emmènent. Il part avec la cousine de sa maman. Et à ce moment-là, il a la colère, il se dirige vers la voiture, une voiture rouge. Il se sent en colère et en discutant avec lui pendant la constellation familiale, on comprend qu'à ce moment-là, lui, en tant qu'enfant de 3 ans et demi, il ne comprend pas que ses parents sont en train de se séparer, qu'ils doivent ranger l'appartement et qu'ils ont des choses à faire et que cette cousine, elle va simplement l'emmener chez ses grands-parents en attendant que sa maman arrive. Lui, ce qu'il comprend ce jour-là, c'est que ses parents l'abandonnent. Et sur cette base-là, il a construit toute une vie où il a enregistré qu'il ne peut compter que sur lui-même. Il avance dans la vie parfois en se créant des rôles, en pensant que ce qu'il est n'est pas suffisant et en cherchant toutes sortes de subterfuges pour obtenir une reconnaissance, mais qui n'est pas basée sur sa véritable identité. Et comme il part soudainement, il a cette angoisse. Au moment de la constellation, on discute et ce qui est important en constellation, c'est d'écouter le langage sous-jacent. Donc il me raconte cette histoire-là, comment il se sent, il a de la colère qui vient, une colère très différente entre la maman et le papa. Et puis, en s'écoutant parler, il exprime « Je ne supporte pas de partir à l'Est parce que je ne sais pas où je vais et surtout parce que je rentrerai jamais chez moi. Et j'accepte pas que je rentrerai jamais chez moi. » Et il va même plus loin avec des émotions très fortes qui sortent à ce moment-là en disant « Je serai jamais chez moi. Même là, je suis pas chez moi. À tel endroit où j'ai vécu, j'étais pas chez moi. Je serai jamais chez moi. Chez moi, c'était cet endroit que j'ai quitté et dans lequel je ne suis jamais revenue et on m'a imposé de le quitter. » Et cet aspect-là, c'est celui qui cristallise énormément sa colère. Et puis à un moment, en même temps qu'on travaille avec les bonhommes en bois qui sont devant lui, en même temps que moi je tourne dans la pièce pendant que je l'aide à exprimer les choses et qu'on lui transmet les informations et les phrases qui vont l'aider à se libérer, on a le sentiment que le temps s'arrête et tout d'un coup, Thomas dit « En fait, j'entends là que je supporte pas de partir à l'Est. » Il entend à l'Est et tout d'un coup, il a toute la mémoire des déportations de la Seconde Guerre mondiale qui lui arrive en tête. Alors que c'est pas du tout un sujet qui est très présent dans sa famille. Ça fait pas partie de manière manifeste, en tout cas, de l'histoire de sa famille, mais il a ça qui l'interpelle énormément. Et à ce moment-là, moi aussi, je le sens. Je sens cette mémoire très vive, les émotions qui vont avec, les personnes qui sont présentes. Et en fait, en creusant ensemble, en faisant les recherches, en sentant aussi dans l'énergie, en allant chercher plus en profondeur, on se rend compte que dans la lignée de Thomas, il y a 3 ancêtres en tout, répartis entre les 2 lignées, d'un côté 2 femmes et de l'autre côté un homme, qui ont été déportés et qui ne sont jamais revenus. Notamment, les 2 femmes ont été déportées sur la base d'une dénonciation calomnieuse à l'âge de 16 et 18 ans. C'était 2 sœurs. Et de l'autre côté, c'est un homme qui a été envoyé pour des travaux forcés. Et c'est ce qui fait que Thomas, à cette époque-là, en plus de se sentir en étau dans sa vie, il a l'impression que tout s'impose à lui. Le travail, ça s'impose à lui, tout lui prend son temps. Il est épuisé physiquement, il est en colère qu'on l'ait emmené loin de chez lui. Et il comprend pas qu'on ait choisi à sa place et qu'on l'ait pas prévenu avant. Et donc dans tout ce qu'il dit, même si à la base c'est simplement la séparation de ses parents et son incapacité à 3 ans et demi de vraiment comprendre ce qui se passe, en réalité tout ce qu'il exprime au niveau verbal, c'est exactement ce qu'une personne qui a été déportée pourrait dire, d'autant plus que ces 3 personnes ne sont jamais rentrées des camps. Et donc dans cette histoire, eh bien,
il y a une transmission qui est très claire. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode précédent, la réplique d'une transmission familiale ne se fait pas forcément dans les événements qui ont lieu, mais dans l'émotion et les phrases qui sont portées à l'intérieur de certaines périodes de vie. Et donc, ce qu'exprime Thomas à ce moment-là, on a clairement ce que pourrait dire cet ancêtre au moment où il est emmené de force loin de chez lui, d'un endroit dans lequel il ne reviendra pas, pour aller travailler ou être forcé physiquement et de manière concrète à faire et vivre et des choses qu'il n'a pas choisies. Et pour garder la discrétion et bien sûr l'anonymat de cette personne, j'irai pas plus loin sur le contenu de la constellation familiale, mais de découvrir ça nous a permis de résoudre tous les nœuds émotionnels qu'il portait jusqu'ici, à la fois entre lui et ses parents, mais aussi de libérer la mémoire des ancêtres qui n'avaient pas été libérés auparavant et de redonner sa place à chacun, à la fois de manière manifeste sur la constellation, mais aussi dans l'inconscient familial de la famille. Et depuis, les choses ont énormément bougé, et notamment il a un abcès dentaire qui était bloqué, qui s'est débloqué le soir même, qui s'est ouvert, comme si on laissait sortir enfin une colère, quelque chose, une douleur qui est à l'intérieur, qu'on sent, mais qui ne peut pas s'écouler. Et son corps s'est mis à répondre juste après, et il est en train enfin de résoudre aussi des problèmes physiques latents, pour le coup assez bénins, mais qui étaient vraiment symboliques d'une douleur qu'on garde à l'intérieur sans pouvoir la dire ni la résoudre totalement, et avec ce sentiment qu'on fait avec la douleur au lieu de s'en libérer. Donc merci Thomas de m'avoir permis de raconter ton histoire, et bien sûr toutes ces histoires sont anonymisées et les noms ont été modifiés. La dernière histoire très parlante, c'est celle d'un petit garçon qu'on va appeler Vanak. Vanak est un petit garçon de 8 ans, d'origine cambodgienne. Son grand-père a été tué par les Khmers rouges avant que ses parents ne viennent en France quelques années auparavant. Son grand-père avait été accusé d'être un espion de la CIA et il avait été massacré avec une faux, qui est un outil agricole qui ressemble à une machette. Et depuis quelque temps, Vanak, qui a 8 ans, qui n'a pas connaissance de cette histoire, est avec ses parents et il a déjà subi de multiples blessures à la tête. Il a une tendance très particulière à se jeter contre les poteaux métalliques, à se lancer la tête la première délibérément. Et puis il a une attitude aussi particulière qui est très récurrente, c'est qu'il joue avec un cintre. Un cintre qu'il frappe sur le sol ou sur le canapé en criant « à mort, à mort ». Son comportement fait clairement écho, et de manière assez obsédante et inquiétante, aux personnes qui ont porté les coups mortels à son grand-père, et spécifiquement un homme qu'on va appeler l'assassin. Vanak, en fait, dans son comportement, répète les coups que son grand-père a reçus parce que cette mémoire n'a pas été digérée par la conscience collective de la famille. Et le père et la mère, qui sont très pudiques et qui ne sont pas du tout portés sur le transgénérationnel et sur ces notions-là, se questionnent du fait de ce comportement parce qu'ils sont inquiets pour leur fils de 8 ans. Ils préfèrent regarder vers l'avenir, en fait, et ils se considèrent chanceux d'avoir survécu à toute cette période avec les Khmers rouges au Cambodge. Et ils se sentent chanceux d'en être là où ils en sont. Et pour aider leur fils, ils acceptent de faire ce qu'on appelle un acte de psychomagie ou simplement un acte concret, chose qui accompagne très bien la constellation familiale. Ces actes symboliques sont extrêmement importants pour accompagner la résolution concrète des choses. Et donc, le père de Vanak décide et accepte surtout de rentrer chez lui et de parler à son fils. De parler à son fils et de parler à son fils du grand-père qui a été assassiné. Il lui dit combien il aimait son père, combien il lui manque. Il va aussi lui montrer une photo de ce grand-père. Et ce grand-père, il va le placer près du lit et lui dire que ce grand-père le protège, qu'il lui bénit, qu'il lui protège la tête pendant qu'il dort. Le père va confier cette image au petit garçon de 8 ans, Vanak, et il lui explique que ce grand-père va permettre qu'il n'ait plus besoin de se blesser à la tête.
L'autre étape aussi, c'est d'expliquer aux parents qu'ici, leur enfant ne s'identifie pas seulement au grand-père, mais aussi au meurtrier qui a porté des coups mortels. Et du coup, c'est très important en transgénérationnel de comprendre que les enfants des criminels et des victimes souffrent toujours de la même manière. Et c'est une bienveillance mutuelle qui va être importante envers toutes les personnes concernées. Ces personnes, les parents de Vanak, sont bouddhistes pratiquants et ils décident également, en complément, après discussion, d'emmener leur fils Vanak à la pagode dans leur temple cambodgien. Et ils brûlent de l'encens pour le grand-père, mais aussi pour l'assassin et pour les descendants des deux familles, pour que tout le monde puisse être libre. 3 semaines après être allé à la pagode et après avoir posé la photo du grand-père pour le protéger la nuit, Vanak dit spontanément à sa maman en lui tendant le cintre « Maman, je n'ai plus besoin de jouer avec ça ». Ces histoires, je vous les expose brièvement et puis sans rentrer dans les détails méthodiques de la constellation familiale. Mais c'est pour vous donner une idée du point de départ, en fait. Les points de départ de ce travail, avec Vanak, il est très manifeste, mais avec, par exemple, Charlie et Thomas, on part de troubles qui sont basiques, qui sont pas manifestement très étranges d'une certaine manière. Et pourtant, en regardant ce qui se dit dans le langage, les sous-entendus, le lexique qui est utilisé, quand on regarde ce que dit le corps, quand on regarde parfois le comportement physique, eh bien on voit plein d'autres informations qui peuvent nous aider déjà à trouver la piste d'une mémoire familiale en fait qui est en train de s'exprimer à travers ce déséquilibre. Et donc aujourd'hui aussi le but de cet épisode, eh bien c'est de trouver ensemble et de découvrir comment identifier une transmission familiale dans la recherche de psychogénéalogie pour préparer une constellation familiale ou simplement quand on est en cours d'exploration transgénérationnelle parce qu'on sent que ça peut contribuer à une démarche thérapeutique par exemple. C'est important pour moi de rappeler qu'il y a des grands principes en constellation familiale. C'est pas des principes qui ont été théorisés, c'est vraiment des principes que j'ai écrits moi-même et qui me semblent importants de rappeler avant qu'on commence. Ce travail d'exploration des mémoires familiales, d'analyse transgénérationnelle, sont marqués d'abord par le respect. Identifier n'est pas juger nos ancêtres. C'est aussi l'idée de la responsabilité. En faisant ce travail, nous devenons responsables de notre propre part d'héritage pour transformer la souffrance en sagesse, et c'est aussi une occasion d'évolution spirituelle, d'agrandissement de notre capacité d'amour. Ce travail aussi, c'est une occasion d'honorer, de voir les forces, les beautés, les héritages positifs qui nous ont été aussi transmis, et pas seulement l'aspect traumatique des choses. Et puis c'est une occasion d'aimer. Chaque libération profite aussi aux générations présentes et futures, et c'est important de s'en souvenir. Enfin, dans une lignée, chacun a sa place. Une constellation familiale, c'est un espace de travail et d'échange sur le transgénérationnel, et c'est un espace de non-jugement. Il est destiné à offrir à chaque personne un potentiel d'amour et de réconciliation intérieure qui simplement était dormant jusqu'ici. Donc ce travail demande un accompagnement qualifié et ça demande de pouvoir se poser de manière sereine avant d'entrer dedans. C'est pour ça parfois qu'il est proposé de faire d'abord un temps, une séance, un temps d'échange pour déjà travailler l'aspect émotionnel, trouver une sorte de stabilité intérieure pour pouvoir ensuite entrer dans la constellation familiale avec une posture vraiment assurée, d'ouverture du cœur, une confiance dans le fait que ce système-là de constellation est là pour nous servir et que si on lui fait confiance et si on est disponible de manière tranquille intérieurement pour cheminer, eh bien, tout peut être offert ce jour-là. Déjà, la première clé qu'on peut utiliser pour identifier une transmission familiale, c'est finalement une chose aussi simple que le langage. On l'a vu par exemple dans l'exemple de Thomas. Thomas, il dit pas simplement qu'il est triste que ses parents se séparent, il dit qu'il est en colère d'aller dans l'Est et de ne jamais rentrer chez lui. C'est ça qui nous permet d'avoir une première accroche et d'aller chercher dans l'histoire familiale. Et en fait, les mots sont des messagers de l'inconscient. C'est pour ça que souvent, en début de thérapie, on vous fait parler, on vous fait dire les choses, on vous fait aller dans le détail dans les mots, parce que les mots sont jamais choisis au hasard. Et parfois, en fait, on répète des phrases qui ne correspondent pas à notre propre vécu, mais qui semblent venir de plus loin. C'est là qu'on va vraiment sentir les empreintes familiales.
Dans le langage aussi, on retrouve les croyances familiales. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez prendre le temps de regarder quand vous travaillez en constellation pour voir aussi les schémas purement mentaux, émotionnels qui sont présents. Ça peut être des choses très simples. Je vais donner des exemples, on va dire, qui reviennent beaucoup. Et après, il faudra aller dans le détail en sentant, vous, ce qui a du sens. Mais ça peut être, dans notre famille, on n'a jamais de chance. Mieux vaut ne pas trop espérer. On se contente de ce qu'on a. Les hommes ne sont pas fiables. Il faut souffrir pour réussir. L'argent ne fait pas le bonheur, les gens riches ne sont pas de bonnes personnes, on ne peut compter que sur soi-même, c'est trop beau pour être vrai, ou quand on réussit, on finit toujours par redescendre brutalement, si jamais il y a des mémoires de faillite. Donc ces phrases, tous ces mots qui sont dits là, c'est comme des codes, des mots de passe de la mémoire familiale, et ils sont très souvent rattachés à une histoire concrète qui a fait que la graine a été semée dans l'inconscient collectif de cette lignée. En plus du langage, on peut voir les expressions faciales inconscientes qui peuvent se reproduire, des gestes automatiques qui vont aussi donner des indices sur ce que les mots viennent générer émotionnellement ou décoder, on va dire, l'aspect aussi psychosomatique. Donc le langage est une base et puis il y a tout ce qu'il y a autour de plus subtil, l'énergie, ce qui se dit inconsciemment. Donc des questions à se poser pour cibler les phrases qui sont très présentes ou en tout cas le schéma qui actuellement peut le plus vous impacter, c'est par exemple quelle est ma plus grande peur ? Qu'est-ce que j'essaye d'éviter à tout prix dans ma vie, dans ma manière de me positionner, dans mes mécanismes de défense ? Quand j'en parle, est-ce que c'est vraiment mes mots ou est-ce que ça pourrait aussi être ceux de quelqu'un d'autre ? Est-ce que dans ce que je dis, de la situation, la manière dont je parle, de ce que je ressens et de ce que je vis, est-ce que mes mots pourraient être doublés de la voix de quelqu'un d'autre, de ma famille, très facilement, comme si sa bouche et la mienne ne faisaient qu'un ? Ça peut être aussi, est-ce que mon histoire personnelle suffit à expliquer cette peur ou au contraire, il n'y a pas de rationalité dans le fait que cette peur prenne tellement d'espace dans ma vie, si je regarde les faits concrets. Ça aussi, ça va être un indice important qu'il peut être intéressant d'aller chercher plus loin que dans votre propre histoire. Quand on explore aussi le transgénérationnel, il y a des choses qu'on n'est pas en capacité de dire ou d'identifier directement. Simplement parce qu'on l'a pas vécu ou simplement parce que la mémoire est fragmentée. Par exemple, avant 3 ans, on n'a pas forcément la capacité cognitive de mettre nos expériences en mots. Ça m'arrive aussi souvent de travailler avec vous sur la mémoire intra-utérine, la période où on est dans le ventre de la maman et le moment de l'accouchement. Le corps se souvient, donc en partant de vos émotions, on peut retrouver s'il y a une correspondance avec ce moment-là de la vie. Mais pourtant, on ne pourrait pas raconter ou reproduire l'événement seconde après seconde simplement parce que la mémoire a mis de côté. Et c'est très facile aussi d'oublier les choses qui ont été vécues avant d'avoir la capacité du langage, parce que c'est beaucoup le langage qui nous permet de mettre en mémoire les choses, parce qu'on peut les mettre dans des cases et des expériences nommées et des émotions nommées. Et en fait, pourquoi ici on parle d'indicible et de chercher aussi au-delà du langage des choses qu'on peut facilement répertorier et restituer verbalement ? C'est parce qu'en cas de traumatisme, eh bien, il y a certaines fonctions mémorielles qui s'éteignent. L'information ne peut pas être traitée normalement. Et c'est ce qui fait notamment qu'elle va être non résolue pour le moment, ou en tout cas passer aux générations futures jusqu'à ce que quelqu'un soit en capacité de la résoudre et de la reconnaître. Et ce qui n'est pas mis en mots, en fait, reste stocké autrement, en sensations physiques, en images, en émotions brutes, avec un sentiment que quand ça ressort, c'est assez archaïque dans tous les sens. On a du mal à avoir un puzzle très clair. Et c'est plus tard, en fait, grâce au langage, quand on met cette mémoire en lumière, quand on arrive à trouver le bon fil pour la reconnecter en sécurité, eh bien, il n'y a que là qu'on peut vraiment compléter le puzzle, revisiter l'expérience, sans revivre l'agitation du traumatisme. C'est un peu notamment un des mécanismes de la méthode EMDR. Il faut comprendre, en fait, que l'inconscient insiste toujours. Il répète, il se manifeste dans nos mots, dans nos rêves, dans nos symptômes corporels, dans nos vécus, pour être vu. Et donc écouter le langage, c'est aussi écouter l'indicible, tout ce qui cherche à se dire mais qui a du mal à être dit. Et à ce moment-là, il faut être attentif à tout le reste, au sens, au corps, même aux hésitations, au silence. Quand j'arrive pas à dire comment je me sens, de regarder au-delà des mots. Parce que le langage, il est jamais perdu, il peut être caché. Et comme je vous disais, l'inconscient insiste, il répète, il va vraiment enfoncer la porte pour se faire entendre. Et le moyen de l'entendre et de l'inviter à entrer, c'est d'arrêter de lui imposer autre chose par notre propre opinion, c'est-à-dire par le mental. Il faut vraiment écouter l'indicible, c'est un peu une idée comme une forme de méditation,
c'est se rendre disponible à ce qui est présent, dans la parole qui se libère, dans les formulations, dans les rêves, dans le corps, vraiment. Et le corps, j'insiste dessus parce que c'est une interface très importante de mise en mots et de conscientisation. C'est vraiment une grille de lecture extrêmement précieuse. Et on en vient justement maintenant à aller un petit peu plus loin sur la sphère du corps parce que c'est vraiment, même sans capacité médiumnique particulière, même sans avoir une expérience particulière de la thérapie transgénérationnelle, on a tous accès à nos sensations corporelles de manière plus ou moins fine, mais c'est un élément, une interface d'expérience du monde qui est présente tant que nous sommes vivants. Et donc le corps comme grille de lecture, c'est extrêmement aussi important dans toute analyse transgénérationnelle, notamment parce que parfois on part d'une maladie pour aller faire ce travail, mais aussi parce que quand on sonde, par exemple en début de constellation familiale ou quand on est dans un temps de travail psychogénéalogique, eh bien le corps réagit très facilement. Il faut comprendre que le corps ne ment jamais, c'est pour ça que c'est une boussole intérieure qui parfois est la plus fiable pour détecter les conditionnements qui sont actifs. Parce que avant même que l'émotion devienne consciente et qu'on puisse mettre des mots dessus, c'est notre corps qui réagit. Et donc, cette boule au ventre en présence d'une figure d'autorité, ces épaules qui se contractent dès qu'on parle d'argent, et donc ça va parler de culpabilité ou de responsabilité, cette respiration qui se bloque face à un conflit, voilà, tous ces signaux, c'est des messagers précieux, il faut prendre ça en note d'une certaine manière. Et ça va nous indiquer qu'il y a un programme ancien qui s'active, qui peut être le nôtre, mais qui peut simplement aussi être hérité. Je vous parlais dans l'épisode précédent de l'ADN codant, l'ADN non codant, et le fait que 98% de notre ADN, en fait, contient des informations autres que nos conditionnements physiques, et donc c'est dire la quantité de mémoire qui nous est transmise, qui n'est ni bonne ni mauvaise, mais qui peut comporter aussi des informations contradictoires avec le chemin qu'on voudrait prendre et le bonheur qu'on voudrait pouvoir développer dans notre vie pour nous-mêmes et les autres. Et donc, c'est vraiment en développant cette écoute corporelle qu'on gagne vraiment un temps crucial pour aller vraiment voir nos automatismes, entrer dans un processus de libération et puis s'offrir aussi un espace de totale présence. Et le corps est vraiment un espace privilégié pour ça, pour vraiment aller résoudre les choses dans le présent. C'est-à-dire, je prends la responsabilité de là où j'en suis et grâce à cette grille de lecture, constellation familiale, le corps, le langage, tous ces éléments ensemble, trouver une cohérence globale qui va me permettre de traverser ça et de finalement initier une transformation très profonde pour moi-même. Donc c'est vraiment de l'ordre de la souveraineté personnelle. Et donc des indices d'exploration corporelle, eh bien, il faut comprendre par exemple que le corps stocke l'information dans les organes. Ça peut être intéressant de regarder les correspondances. Le cœur, c'est les émotions, le foie, la colère, le rein, la peur, les poumons, comme je vous disais en début d'épisode, tristesse, chagrin. Et après, il peut y avoir des nuances. Ça va être aussi en fonction du type de maladie, de pathologie, de douleur. Si c'est du feu, de l'inflammation, ça va être plus proche de la colère. Donc, il faut aller dans le détail ou demander conseil si on a du mal à lire ces informations-là. Et les mémoires, elles peuvent se révéler par des sensations physiques récurrentes sans cause médicale, mais aussi des pathologies, même des pathologies qui peuvent être répétées dans la lignée, mais c'est pas forcément le cas. Et puis, par exemple, des problèmes digestifs, ça va être souvent le signe de secrets de famille, des choses difficiles à digérer parce qu'elles n'ont pas été extériorisées. Les problèmes de dos, ça peut être un sentiment de poids, ça peut être aussi quand c'est en bas du dos des peurs de manquer. Regardez d'où ça vient, quels sont les conditionnements autour de l'argent, la matière, la valeur de soi. La gorge, paroles interdites, secrets non dits. Les problèmes gynécologiques, ça peut être des traumatismes au niveau de la lignée familiale. Donc voilà, d'aller vraiment regarder en détail, ne pas se faire des idées d'avance, ne pas se créer des scénarios tout faits ou plonger tout de suite dans le scénario le plus évident. Juste noter les indices. Et il y a un jour où les pièces du puzzle ont l'air de s'assembler ensemble d'une manière qui est indéniable, évidente et qu'on peut même finalement confirmer bien au-delà de juste l'aspect analytique. C'est quelque chose qui est de l'ordre d'une évidence intérieure totale lorsqu'on va vraiment toucher du doigt la racine transgénérationnelle d'un problème humain. Par exemple, si vous avez un symptôme qui apparaît, vous pouvez vous poser des questions toutes simples. Qu'est-ce qui se passait dans ma vie quand mon symptôme est apparu pour la première fois? Qu'est-ce qui se passait avant que ça n'arrive? Par exemple, dans les 3 mois, les 6 mois qui ont précédé. Quel âge j'avais quand le symptôme ou le problème est apparu pour la première fois?
Est-ce qu'il y a un événement traumatique qui a frappé quelqu'un de ma famille à ce même et exact âge? Ça peut être qu'est-ce qui se passe exactement? Quel est ce problème? Comment j'en parle? Écoutez les mots, est-ce qu'il y a en dessous des mots? Qu'est-ce que je ressens au pire moment où ce mal ou cet inconfort m'accable? Qu'est-ce qui se passe juste avant que je me sente mal ou que j'ai ce symptôme? Qu'est-ce qui l'apaise? Qu'est-ce qui l'aggrave? Qu'est-ce que ce problème ou ce symptôme m'empêche de faire? Qu'est-ce qu'il me force à faire? Comment je verbalise la frustration que je ressens, etc. Et puis la dernière chose, ça peut être aussi de se demander si ce symptôme ou ce sentiment ne devait jamais disparaître, quelle serait la pire chose qui puisse arriver? Voilà, vraiment explorer comme ça, tranquillement, par l'écriture par exemple, qui permet des fois d'aller encore plus en profondeur. On va regarder maintenant d'autres indices de transmission familiale. Il y a vraiment plusieurs pistes pour identifier une mémoire familiale. Comme je vous disais, c'est un petit peu de l'ordre du puzzle. Si on connaît bien l'histoire de notre famille, ça peut faciliter les choses, mais c'est pas obligatoire. Comme on l'a vu juste avant, on est nous-mêmes une grille de lecture vivante de toute cette mémoire. Donc à nouveau, il y a le langage qui se répète. Donc pour faire un petit résumé, quand des mots surgissent dans notre bouche et ne semblent pas correspondre à notre vie actuelle, eh bien se poser la question, est-ce que ces mots pourraient être ceux d'un membre de ma famille? Ça peut être aussi dans les transmissions familiales des âges qui se répètent, ce qu'on appelle aussi le syndrome d'anniversaire. Et se poser des questions comme existe-t-il un lien entre l'âge que j'avais quand le symptôme ou le problème ou le nœud existentiel est apparu pour la première fois dans ma vie et l'âge d'un membre de ma famille alors qu'il connaissait l'adversité et la souffrance. Ça peut être par exemple un parent qui est décédé jeune et puis à l'âge où il est décédé, le descendant vit une maladie, une dépression ou une crise existentielle. Par exemple, si le parent est décédé à 45 ans, eh bien, il peut arriver que le descendant puisse rencontrer un problème au même âge à 45 ans. Et puis, des fois, c'est même différent. Ça va être l'enfant de la descendance qui va avoir peut-être un trouble ou un déséquilibre quand il aura l'âge que le parent avait lorsque le drame est arrivé. Par exemple, si le père a perdu son père à 8 ans, eh bien, il se peut qu'à l'âge de 8 ans, l'enfant, donc le petit enfant du grand-père qui est décédé, puisse déclencher des symptômes, des émotions qui diffèrent de son comportement habituel. Et ça sera intéressant de le prendre en compte pour l'accompagner au mieux, voire même verbaliser avec lui ce qui a besoin de l'être pour l'aider à avancer. Au-delà des syndromes d'anniversaire, il peut y avoir tout simplement aussi des événements qui se répètent. Des mariages, des naissances, des départs de la maison, des ruptures qui vont avoir lieu pile poil aux mêmes âges, à certaines étapes de la vie ou de la famille. Il peut y avoir dans ces périodes une peur, une angoisse ou un symptôme qui ressurgit de manière inexpliquée, c'est-à-dire dans les gros caps de votre vie, comme ceux qu'on vient de citer, mais aussi d'autres, avoir un sentiment conflictuel à l'intérieur ou une émotion qui n'est pas cohérente avec l'événement heureux qui est en train de se passer. Donc on peut se poser une question toute simple, est-ce qu'il y a un membre de ma famille qui a vécu un drame au même moment de vie que celui que je suis en train de traverser, par exemple? Et des fois, on n'a pas la réponse tout de suite, mais ça peut venir sur le chemin, ça peut venir dans la discussion avec un parent, et sinon, ça peut être exploré en séance, quelle que soit la méthode que vous choisissiez pour poser la question à la lignée. Ensuite, au-delà des événements, il y a bien sûr les événements, les comportements, les symptômes qui peuvent se dupliquer d'une génération à l'autre. Donc ça va être important de travailler de manière concrète et observer qu'est-ce qui déclenche le problème ou le symptôme, qu'est-ce qui l'a déclenché, qu'est-ce qui se passait dans la vie au moment où ça a débuté. Est-ce qu'on a été quitté, est-ce qu'on s'est senti ignoré, rejeté ou abandonné? On a envie de quoi à ce moment-là? Abandonner, tout lâcher, autre chose? Est-ce que ça recrée ou ça fait écho à une expérience ou une situation de la petite enfance? Se poser la question mentalement, mais aussi demander au corps pour voir si ça répond. Est-ce que ça ressemble plutôt à un événement de l'histoire familiale pour le père, la maman, le grand-père, la grand-mère? Regardez autour tranquillement. Et puis regardez, dans cette situation, qu'est-ce que je ressens qui me semble insupportable? Est-ce que c'est du rejet, de l'abandon, une colère soudaine, un sentiment de vide, une impression de ne pas être à sa place? Et allez chercher ça et le verbaliser. Regardez quels mots précis vous utilisez, qui vont peut-être vous aider à trouver une histoire qui a pu ancrer ça en vous, qui n'est pas de l'ordre de votre propre vécu. Donc les questions à se poser, toutes simples, c'est est-ce que cela fait écho à une expérience de ma petite enfance, cette émotion, ce comportement ou ce symptôme? Et est-ce que ça ressemble à une histoire familiale connue, spécifiquement au niveau de mes parents ou de mes grands-parents?
Et puis aussi dans les périodes, il y a des périodes particulières dans lesquelles la mémoire se réveille et on peut connaître des troubles ou des déséquilibres, que ce soit physiques, émotionnels ou même existentiels. Ça peut être par exemple les dates et anniversaires significatifs, les dates de décès qui reviennent dans la famille. Il peut y avoir des fois des familles où on décède aux mêmes dates à 20 ans d'écart. C'est quelque chose que j'ai déjà vu en constellation familiale. Des dates comme ça où quelqu'un est décédé, puis l'année suivante ou quelques années après, il y a quelqu'un dans la famille qui a aussi un accident qui lui fait frôler la mort. Donc d'avoir conscience de ça, c'est très important. Il faut pas oublier qu'on est protégé aussi beaucoup. Et quand on est dans une posture active d'améliorer les choses, on est bien accompagné. Je tiens vraiment à rassurer là-dessus. Ensuite, sur les dates et anniversaires significatifs, eh bien, il y a les mois anniversaires où il y a des événements douloureux qui se sont produits. Ça peut laisser comme ça une marque. On va avoir des mois de l'année où on va se sentir un petit peu moins bien. C'est des choses dont on me parle souvent, donc dont on est facilement conscient. Et puis il y a les synchronicités numériques, les âges, les dates qui créent un petit peu des ponts temporels, comme on le voyait un petit peu avant quand on a le papa qui décède et puis après au même âge, soit le fils, soit le petit-fils peuvent développer des troubles émotionnels ou des comportements inhabituels pendant la période où on atteint ces âges critiques. Ensuite, il y a quelque chose qui revient parfois dans les partages que vous me faites, c'est des rêves récurrents et des symboles. Ça peut être par exemple le fait de rêver de lieux qui sont inconnus mais qui semblent familiers. Avoir l'impression qu'on devrait être ailleurs, dans un autre pays, d'ailleurs souvent un pays précis qui correspond exactement au pays dans lequel a été vécu un déracinement dans les générations au-dessus. Ça peut être aussi des personnes anonymes mais qui sont chargées émotionnellement. Par exemple, une personne que vous connaissez pas de la lignée mais à laquelle vous vous ressentez très lié. Donc ça va être intéressant de voir si vous avez un prénom en commun et de voir ce qu'il peut y avoir de similaire entre l'histoire de cet ancêtre, ce qu'il a vécu, est-ce que ça a été résolu ou non, et puis votre propre histoire, et de regarder ça de manière attentive. Et puis ça peut être aussi des symboles récurrents qui parlent d'une époque différente, mais ça je l'ai vu moins souvent, et ça reste important de le signaler si ça peut parler à quelqu'un ici. Et puis il y a aussi les peurs et les phobies inexpliquées qui sont très symboliques aussi. La peur de l'eau, c'est souvent une noyade qui a pu être présente avant. La peur des uniformes, si parmi les ancêtres on a vécu en période de guerre, pendant des périodes de persécution, ou s'il y a eu des problèmes particuliers dans un milieu militaire, ou une difficulté avec certaines formes d'autorité qui ont pu être politiques ou non. Ça peut être aussi l'agoraphobie, la claustrophobie. On voit beaucoup d'histoires reliées à l'Holocauste avec ces symptômes-là, mais c'est pas la seule chose. Il faut vraiment regarder si dans la lignée il y a des mémoires d'emprisonnement, aussi de déportation, si quelqu'un a été enfermé ou retenu contre son gré quelque part, et de vraiment aller se poser cette question-là si on a du mal à expliquer ce symptôme ou ce trouble à la lumière de sa propre histoire. Et puis parmi les mémoires transgénérationnelles, on a aussi ce qu'on appelle les loyautés invisibles. C'est un peu ces émotions, ces comportements, ces symptômes, et aussi du coup ces systèmes de croyances qu'on a un petit peu ingurgités simplement parce qu'on a évolué dans un certain milieu, et puis que ce milieu, avant même notre naissance, est déjà structuré d'une certaine façon. Et du coup, on va développer des loyautés inconscientes. Et par fidélité, on peut avoir ce réflexe inconscient de reproduire les blessures ou les destins des ancêtres, même si ça nous fait souffrir. Et on va le voir de manière détaillée la semaine prochaine avec une première vidéo qui va sûrement être en 2 parties, dans laquelle je vais vous raconter des histoires vraies de psychogénéalogie, de parcours transgénérationnel pour vraiment que vous puissiez mettre du concret là-dessus. Et il faut vraiment se rendre compte que des fois on peut reproduire ça d'une manière évidente comme le nez au milieu de la figure, mais qu'on s'en rendra compte que quand ça sera mis au jour d'une manière par exemple thérapeutique ou grâce à une analyse psychogénéalogique, parce que tout d'un coup ça va créer un déséquilibre dans la vie qu'on va vouloir résoudre et ça va être l'occasion de passer outre ce schéma familial. Ça peut être par exemple toujours échouer juste avant de réussir ou se saboter et trouver finalement des prétextes de soi à soi-même comme j'ai pas assez confiance en moi. Mais finalement, sans s'en rendre compte, ça peut être le fait de rester fidèle à un ancêtre qui a été rejeté après un succès ou qui a fait faillite et qui ne s'est jamais pardonné d'avoir fait faillite. Donc il y a vraiment des choses comme ça très récurrentes qu'on retrouve dans notre travail de constellation. Il y a aussi des fois la culpabilité du survivant, ça aussi c'est une forme de loyauté.
C'est vraiment ces personnes qui intègrent qu'elles n'ont pas le droit d'être plus heureuses que leurs ancêtres parce que ces ancêtres ont eu certaines difficultés ou parce que dans la lignée, il y a eu quelqu'un qui est décédé par la faute d'un autre membre de la famille et que le pardon n'a pas pu être établi. Il y a aussi le syndrome du sauveur. C'est une forme de loyauté également, de reproduire inconsciemment les drames pour sauver symboliquement l'ancêtre. Et c'est globalement des identifications projectives. On va se projeter dans l'autre, on va apporter les émotions non exprimées d'un parent ou d'un ancêtre. Et on va vraiment développer des loyautés qui vont avoir un effet très concret dans notre vie. On peut prendre des exemples très basiques et après vous pourrez aussi réfléchir par vous-même. C'est surtout votre propre vécu et la finesse d'analyse que vous allez pouvoir trouver. Mais ça peut être par exemple rester célibataire par fidélité à un parent qui a été seul. Ça peut être échouer professionnellement pour ne pas dépasser un parent ou par peur de sortir de la classe sociale qui est considérée comme respectable dans la famille. Ça peut être reproduire des maladies familiales par loyauté inconsciente parce que l'émotion qui en est à l'origine n'a pas pu être dite. Donc voilà, c'est des exemples basiques, mais ça vous permet de voir un petit peu de quoi on parle. Et l'idée, c'est vraiment d'aller dans la pratique, au-delà de la réflexion mentale. L'idée, c'est de bien sûr partir des faits, mais d'aller aussi chercher dans le subtil. C'est ça qui fait la richesse de ce travail-là. Et du coup, on peut se poser vraiment des questions qui vont révéler des indices significatifs pour sonder un lien familial et sonder la possibilité d'une transmission intergénérationnelle ou transgénérationnelle. Donc, je vais vous donner déjà un petit exercice pratique tout simple pour faire une introspection. Donc, par exemple, ça peut être d'écrire 3 phrases que vous entendez souvent dans la famille et vous vous demandez, est-ce que c'est ma croyance, est-ce que ça vient d'ailleurs et est-ce que moi j'ai appliqué ces phrases dans ma propre vie? Ça peut être aussi repérer un âge clé dans votre vie où un événement douloureux s'est produit et chercher, est-ce que cet âge correspond à un drame ou une perte dans la famille avant que je naisse? Ça peut être observer vos émotions récurrentes. Quand elles surgissent, vous vous posez la question à qui ça pourrait appartenir. C'est bien sûr mon émotion au moment où ça me traverse. L'étymologie d'émotion, c'est mouvement. Donc ce mouvement, il a lieu en vous. Donc la responsabilité de le prendre en charge, c'est vous. Mais aussi pour des fois trouver la racine de cette émotion, on peut aller chercher hors de soi parce que de manière ultime, un système familial, un inconscient collectif, c'est une seule et même unité dans laquelle des informations circulent. Et donc, comme tout le monde, on aspire au bonheur et à ne pas souffrir. Et si les clés sont dans cet aspect-là de ce que nous sommes, c'est très intéressant d'aller voir. Et puis, comme je vous disais la dernière fois, j'ai publié sur le blog le questionnaire à poser aux aînés de la famille. Donc ça, c'est un premier questionnaire et un premier contenu qui peut vous aider à identifier l'histoire familiale en profondeur ou préparer une constellation familiale. J'ai aussi, quand vous vous inscrivez pour une constellation familiale sur mon site, le lien vers un formulaire dans lequel vous avez des questions basiques sur lesquelles vous pouvez vous baser pour commencer une analyse transgénérationnelle avec des questions très ouvertes dans lesquelles on aborde plein de sujets, l'argent, les demi-frères, les demi-sœurs, les fausses couches, les IVG, les mémoires de guerre, voilà, toutes les choses qui peuvent de près ou de loin impacter pour que vous ayez déjà un panorama très global. Et puis, je vais vous donner maintenant une liste de questions que vous pouvez vous poser. Là, c'est vraiment fait pour identifier les traumatismes précoces, c'est-à-dire les traumatismes qui ont pu survenir déjà dans votre propre vie, parce que c'est de cette matière-là aussi qu'on part pour travailler. Donc, vous pouvez, par exemple, vous poser les questions suivantes. Est-ce qu'il y a eu un événement traumatique qui a pu survenir quand ma mère m'attendait, quand elle était enceinte? Et dans quel état émotionnel elle était, ce qu'on m'a raconté, si elle était spécifiquement angoissée, déprimée, stressée, inquiète, pour quelles raisons, etc. Ça peut être aussi vous demander s'il y avait des difficultés relationnelles de couple pendant cette grossesse durant laquelle vous étiez attendu. Est-ce que vous avez eu une naissance difficile? Est-ce que vous êtes né prématurément? Est-ce qu'il y a eu un problème avec le cordon? Est-ce que c'était une césarienne, une naissance par voie basse? Cherchez tous les détails de ça. Est-ce que votre maman a pu vous accueillir correctement? Est-ce qu'elle a été hospitalisée? Vous avez été séparés et vous avez été confié à une tierce personne? Est-ce qu'elle a eu une dépression postpartum? Avez-vous été adopté? Est-ce que pendant les 3 premières années de votre vie, vous avez été obligé d'être séparé de votre maman? Est-ce que vous avez été hospitalisé séparément au moment de votre naissance? Une couveuse? Est-ce que vous avez eu une opération?
Est-ce que vous avez eu une ablation des amygdales, d'autres opérations? Quelle partie du corps? Qu'est-ce qu'elle symbolise? Est-ce que votre maman a dû se faire opérer? Est-ce qu'elle a eu des complications suite à la grossesse? Est-ce qu'elle vous l'a déjà reproché? Qu'est-ce qu'elle dit lorsqu'elle parle de cette période de vie? Est-ce que la maman a pu avoir un traumatisme ou un bouleversement émotionnel dans les 3 premières années de votre vie? Est-ce qu'elle en a eu aussi avant de vous avoir? Est-ce qu'elle a perdu un enfant? Est-ce qu'elle a fait une fausse couche? Est-ce que vous portez le même prénom qu'un enfant qui a disparu avant vous? Et vous renseignez sur la notion d'enfant de remplacement. Et vous pouvez aussi vous demander par ressenti, est-ce que l'attention de ma mère était accaparée par un traumatisme concernant un élément de sa vie ou un de mes frères et sœurs? Est-ce que j'avais un frère ou une sœur malade qui occupait peut-être toute son attention et son inquiétude? Est-ce qu'elle a eu une fausse couche tardive? Est-ce qu'il y a eu des décès, des urgences médicales? Se demander ça pour explorer ce lien à la maman qui va fortement impacter le lien qu'on va développer avec les autres au fil de notre vie. Donc c'est juste des pistes pour poser les questions, et si rien ne ressort, et surtout si rien n'est ressenti dans l'exploration de ces questions, eh bien continuer l'exploration avec les autres thématiques et demander conseil, il faut pas hésiter. N'hésitez pas d'ailleurs à me contacter ou m'écrire, on peut aller chercher ensemble et sentir les choses pour vous accompagner dans la lecture. Parce que moi-même, je le dis souvent au rendez-vous, on a des fois plus de mal à se lire soi-même que par rapport à la clarté qu'on peut avoir quand on lit les autres. Donc, faut vraiment pas se priver de demander de l'aide, parce que comme on travaille sur l'inconscient, on va souvent demander de l'aide, pas forcément depuis un espace logique, en sachant pourquoi ça a lieu maintenant et comme ça. C'est vraiment plus de l'ordre d'un élan, la démarche de constellation familiale. On sent que c'est le moment sans pouvoir l'expliquer. Donc, c'est important de pouvoir écouter ça. Et donc, comme je vous le disais, aller identifier une transmission familiale, c'est prendre la responsabilité de ce qui est présent en nous. C'est pas une accusation de nos ancêtres, ça rend pas quelque chose d'extérieur coupable de notre souffrance. Ça nous redonne le pouvoir d'aller résoudre cette souffrance, d'aller au-delà, de tracer un nouveau sillon dans la lignée, mais aussi de tracer un nouveau sillon juste dans notre propre vie humaine, sans forcément que ça soit une dette vis-à-vis de la lignée ou à nouveau une posture de sauver quelqu'un ou quelque chose. C'est vraiment juste reconnaître que certains êtres humains, comme c'est le cas dans notre propre vie pour nous-mêmes, il y a des personnes qui nous ont précédés, qui ont vécu des douleurs, qui n'ont pas forcément pu le dire, qui ont porté ça à l'intérieur d'elles. Et tout d'un coup, on peut avoir cette impression de porter en nous ce qui n'est pas à nous. Et en fait, ça, c'est plutôt une vue dualiste, mais elle aide à comprendre les choses, on est d'accord. Mais c'est comprendre qu'on est un avec tous les êtres. Et donc, cette interdépendance, elle est d'autant plus forte que là, elle est génétique. Et dans cette interdépendance, eh bien, il y a de l'information qui est transmise. C'est bien ça qu'on appelle les héritages transgénérationnels. Et donc, toute information pouvant être programmée, elle peut être déprogrammée. Tout conditionnement venant se rajouter sur notre nature primordiale, eh bien, on peut se déconditionner de ce qui n'est pas dans le sens du bonheur et de l'épanouissement pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Donc, mettre en lumière ces transmissions, ça permet vraiment de transformer une loyauté aveugle en héritage de force, en héritage de résilience. Et à nouveau, être fort et résilient, ça ne doit pas être lié à l'idée que la vie est difficile et que tout est un combat. C'est plus se dire qu'il y a une force naturelle en nous qui est celle de la conscience. Parce que lorsque la conscience se pose sur une anomalie, c'est-à-dire un espace dans lequel il manque de l'amour, eh bien, les choses peuvent retrouver leur cycle naturel. Et ça, c'est un cadeau qui est universel, qu'on peut se faire, mais qu'on fait finalement à bien plus vaste que soi. Et donc, l'idée, c'est vraiment se dire que tout ce qui n'a pas pu être dit peut être aujourd'hui entendu, peut être aujourd'hui libéré, et que ça, c'est un immense cadeau, c'est un moment qui est rempli d'énormément de joie et de lumière, et c'est un privilège de pouvoir vivre ça dans sa vie que de remettre du bruit et du mouvement là où il y avait du silence, et de remettre de la compréhension et de la compassion là où il y avait de la honte, et de pouvoir se parler librement de ce qui a eu lieu, de rire, de pleurer dessus, de le re-rendre vivant, et ensuite de pouvoir garder en soi les héritages les plus beaux, c'est-à-dire ce qui nous a inspirés chez ceux qu'on a connus, et puis les forces, les facilités, le bon cœur, la générosité, la compassion, les facilités dans certaines choses qu'on a héritées de nos ancêtres qui ont fait aussi un très beau travail. Et il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre, il n'y a pas dans la lignée quelqu'un qui est plus capable que l'autre, c'est juste qu'on fait ce qu'on a à faire, sans s'accaparer les choses par l'ego. Juste, là, ça m'appelle d'aller
pacifier les choses et de rajouter un peu d'amour là où il y en a besoin à l'intérieur de moi, parce que j'ai cette conscience lumineuse qui aspire au bonheur et à ne pas souffrir. Et il existe dans ma vie relative des outils pour le faire et c'est merveilleux, et juste de célébrer ça. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous propose de dédier toute l'énergie positive d'écoute et d'attention qui a été générée aujourd'hui au bonheur de tous les êtres. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un premier épisode dans lequel on va pouvoir découvrir des histoires transgénérationnelles assez fascinantes. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce qui a le plus fait écho pour vous, si ça vous a permis de découvrir des choses que vous ne connaissiez pas. Et n'hésitez pas également à proposer des sujets de podcast qui pourraient vous intéresser, sachant qu'on parlera bientôt de la vie intra-utérine, de médiumnité. On a aussi notre soin Moon très bientôt de pleine lune dédié à l'amour de soi et des autres. Et puis plein de choses encore à explorer ensemble, à chaque fois au bon endroit et au bon moment. Prenez soin de vous et prenez soin de la vie autour. À bientôt.